Donc bienvenue pour le second épisode de Droit Devant, le podcast du Bureau des étudiants en droit, destiné à ouvrir aux étudiants la possibilité d'apprendre d'enrichir leur culture juridique. Donc aujourd'hui, je reçois monsieur Sacha Sidoric. Bonjour. Et nous allons parler normativisme. Mais d'abord, je vais vous laisser brièvement vous présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pierre-Louis de m'inviter. Je suis Sacha Sidoric, je suis maître de conférences en droit public. J'enseigne à l'UPJV. Si vous êtes à l'UPJV, pu souffrir avec moi en droit des finances publiques, peut-être en droit de la fonction publique, peut-être en droit de l'urbanisme ou peut-être en contentieux constitutionnel, qui sait. Mes travaux de recherche portent globalement sur le droit constitutionnel et la théorie ou la philosophie du droit. Et d'ailleurs, vous avez euh, participé à organiser un colloque il y a peu de temps sur la doctrine comme sujet d'étude. Tout à fait. J'ai organisé avec Yannick Gann à l'UPJV à la fin du mois de novembre 2024 un gros colloque qui s'intitulait La doctrine comme objet d'étude, bilan et perspective, où Yannick Gann et moi travaillons sur des objets assez similaires. Donc on travaille sur non pas le droit positif lui-même, mais sur la doctrine, c'est-à-dire sur le discours que portent les juristes sur le droit. On a ces objets en commun et on s'est dit que ce serait intéressant d'organiser un colloque qui réunirait des chercheurs qui travaillent sur ces objets un petit peu spécifiques afin de voir pourquoi c'est intéressant d'étudier la doctrine, comment on peut étudier la doctrine, quelle méthode et quelle perspective pour tous ces juristes qui ont pris pour objet non pas le droit positif lui-même, mais le discours que les juristes tiennent sur le droit positif. Donc une activité quand même relativement diversifiée. Et d'ailleurs, vous sortez donc en juin, c'est ça, un livre sur le normativisme, au fin de l'année? Pour être très honnête, l'éditeur ne m'a pas répondu encore sur la date de Bon, c'est sortie. pas grave. Je sors normalement l'ouvrage en avril, mai ou juin. Avril, mai ou juin. C'est bien ça, donc sur le normativisme. Tout à fait. Le petit livre du Le normativisme. petit livre du normativisme. Et donc, une question me vient tout de suite en tête. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à écrire ce livre sur le normativisme, puisque à l'origine vous êtes constitutionnaliste et donc pas forcément, enfin, la théorie du normativisme n'est pas nécessairement au centre de vos préoccupations. Alors, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est le ressenti d'un manque. J'ai écrit l'ouvrage que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant en master, disons, master 1, master 2, et surtout quand j'ai été en thèse. Euh, donc la raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est vraiment un côté, il n'y a pas cet ouvrage que j'aimerais voir sur des rayonnages, qu'à cela ne tienne, je vais l'écrire moi-même. Il y a une raison très pragmatique, c'est que quand j'ai été recruté à l'UPJV en tant que maître de conférence, et comme tous les nouveaux maîtres de conférence, je bénéficiais d'une enveloppe qui me permettait de financer certains projets de recherche. Écrire un livre, ça coûte pas d'argent. Publier un livre, par contre, ça peut coûter de l'argent et une partie de cette enveloppe est partie dans la publication de l'ouvrage. L'autre partie est partie dans l'organisation du colloque que l'on évoquait avant. Après, le normativisme a toujours, en tout cas très tôt, été au cœur de mes considérations de chercheur et d'étudiant. Quand j'étais en deuxième année de droit, la personne qui allait devenir mon directeur de thèse nous avait fait une introduction assez théorique dans son cours de droit de l'Union européenne. Et il partait fondamentalement de Kelsen, il expliquait des choses à partir du normativisme. Il ne le nommait pas, il avait nommé la figure de Kelsen quand même, mais il n'avait pas utilisé le terme de normativisme, à raison à mon avis. J'ai retrouvé cet enseignant en Master 1 dans un cours de théorie du droit, et je vous recommande son manuel qui s'appelle Théorie avec un S entre parenthèses du droit chez Ellipse, paru en 2007. C'est un ouvrage de Xavier Magnon donc. Que je vous recommande. Et l'objet de cet ouvrage, c'est en gros d'expliquer ce qu'est la théorie du droit, d'expliquer ce qu'est le normativisme et de critiquer l'une des théories concurrentes. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, mais qui se distinguait un petit peu de ce que je cherchais parce que il est à la fois plus large, il s'intéresse à la théorie du droit de manière très très générale, donc il y a beaucoup de développement sur le positivisme juridique, il y a beaucoup de développement sur l'histoire du normativisme, il y a quelques développements sur Kelsen, et il est aussi plus restreint, c'est-à-dire que moi je cherchais, ou en tout cas je souhaitais avoir dans ce que j'allais écrire, des exemples concrets de comment peut se déployer une étude normativiste. Et c'est
c'est intéressant parce que quand on pense comme ça au normativisme, on ne pense pas tout de suite aux implications que ça peut avoir effectivement juridiquement. Et ça vient d'ailleurs à la fin surtout à la fin Oui, de votre livre, sur la toute dernière partie, où on a vraiment des cas concrets d'interprétation d'articles, d'un article en particulier de la Constitution par rapport aux signatures d'ordonnances par le président de la République. Et par rapport à la décision, mais on y reviendra, à la décision de validation du Conseil constitutionnel de la loi, la première loi durant la crise sanitaire. oui, de la première loi organique relative exactement à la crise sanitaire. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter sur ce point-là. Euh, Donc ça s'adresse aux étudiants. Pardon, à qui ça s'adresse, oui. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à ceux qui voudront bien le lire. J'écris d'abord pour mes lecteurs. Ça s'adresse à tout le monde en réalité. C'est très prétentieux, j'en suis parfaitement conscient de le dire comme ça. Ça s'adresse aussi bien aux étudiants qui seraient curieux, alors plutôt aux étudiants de master qu'aux étudiants de licence, mais en fait, j'ai la faiblesse de penser que c'est lisible pour un étudiant de licence. Ça s'adresse aux étudiants de master, alors plutôt master qui commenceraient à découvrir des trucs de théorie du droit et qui voudraient creuser un pan de la question. Ça s'adresse beaucoup aux doctorants parce que j'ai beaucoup à l'époque où je faisais ma thèse, beaucoup de camarades doctorants, de collègues, d'amis qui pouvaient me demander au fait, Sacha, c'est quoi le normativisme? Parce que j'étais un peu étiqueté kelseyien de service, donc c'était à moi qu'on venait poser ces questions-là. Et c'est toujours très intéressant de leur répondre, mais à force de recopier la réponse, de refaire la même réponse des dizaines de fois, c'était bien de la poser par écrit. Mais ça s'adresse aussi à mes collègues, et néanmoins amis, puisque nous faisons, c'est un nous collectif de chercheurs en droit, d'enseignants-chercheurs en droit, nous faisons souvent peu de théorie, parce que ce ne sont pas nos objets principaux, et souvent il y a des méconceptions sur le normativisme. Sur le normativisme, pardon. Il y a des méconceptions où il y a des idées fausses qui sont très très ancrées chez les juristes. Et je ne demande pas aux gens de devenir normativistes, je ne demande pas aux gens d'apprécier la pensée de Hans Kelsen, peu importe en fait en soi, mais à mon avis, si on doit parler de Kelsen, si on doit nécessairement s'inscrire pour ou contre Kelsen, il faut le faire en connaissance de cause. J'ai pas de problème avec les gens qui disent le droit marche pas de manière pyramidale, c'est pas du tout un problème. Là où je commence à avoir un problème, c'est quand on utilise des termes issus du langage de Kelsen pour lui faire dire quelque chose de totalement contraire à sa pensée et pour lui attribuer cette pensée contraire et pour ensuite dire vous voyez ça ne fonctionne pas, ce qui est exactement un homme de paille puisque c'est exactement un argument qui consiste à faire dire à son opposant des choses fausses. Et ça commence un petit peu plus à me poser problème parce qu'on utilise ces arguments ensuite comme des repoussoirs de Kelsen et du positivisme tout entier. Et j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage la manière dont il faut comprendre le positivisme, la manière dont les écrits de Kelsen s'inscrivent dans le positivisme, mais dans un courant du positivisme, et comment c'est pas le positivisme en entier, et comment en fait on peut se passer de Kelsen pour étudier le droit. On n'est pas obligé d'utiliser Kelsen et on n'est pas obligé d'utiliser Kelsen et de reprendre ces concepts. On pourrait très bien ne pas les utiliser. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser le vocabulaire kelsenien pour lui faire dire des erreurs plutôt que de l'utiliser à tort. De toute façon, il a construit les bases d'un système et après, beaucoup d'auteurs se sont appropriés ces théories et les ont développées. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se sont réellement réappropriés ces théories. On s'est réapproprié le vocabulaire de Kelsen. L'idée de norme a été popularisée par Kelsen. C'est pas lui le premier à l'avoir utilisé, mais ça a été beaucoup popularisé par Kelsen. L'idée de validité, de conformité, ça, c'est des idées qui sont issues du discours kelsenien. L'idée de hiérarchie des normes, de pyramide des normes, c'est des idées qui sont issues du discours kelsenien. Techniquement, c'est pas Kelsen, c'est un de ses disciples, mais passons. Et ça s'est développé sous l'impulsion de la traduction des travaux de Kelsen en France et surtout la deuxième édition de la théorie pure du droit qui a été éditée en France en 1962. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître les termes de hiérarchie des normes ou de pyramide des normes, mais il y a très très peu, voire pas de juristes qui reprennent réellement ces idées. Il y a son disciple principal et traducteur, Charles Eisenman, qui a pas fait beaucoup école, qui n'a pas réellement eu beaucoup d'étudiants qui se soient eux-mêmes montrés kelseniens. Parmi ces deux
ces deux disciples peut-être les plus importants, il y a d'un côté Michel Tropper, qui a formé une théorie anti-normativiste, ce qu'on appelle la théorie réaliste de l'interprétation. Et donc on a d'un autre côté Paul Amselec qui a développé une approche largement phénoménologique du droit avec une certaine vision particulière de l'herméneutique, euh, mais qui est une philosophie du droit qui ne s'inscrit même plus dans le positivisme juridique. Et c'est les deux disciples principaux de Charles Eisenman en France, donc qui se sont, l'un s'est inscrit dans une version du positivisme, mais en rejetant le gros des écrits de Kelsen, et l'autre rejette directement l'intégralité des écrits de Kelsen. Beaucoup d'autres auteurs ensuite en France ont repris les termes de Kelsen. C'est assez intéressant d'aller voir les manuels, notamment d'introduction à l'étude du droit des années 70-80, qui reprennent l'idée de pyramide de hiérarchie, mais qui la reprennent d'une manière très sceptique parce que les privatistes n'ont jamais été convaincus par ces idées-là. Ils n'avaient pas de problème à l'enseigner quand il s'agissait de parler du positivisme juridique à leurs étudiants, mais ils n'étaient pas convaincus par cette idée de pyramide, de hiérarchie. C'était l'idée que le droit serait pur, ce qui n'est pas ce que Kelsen dit par ailleurs, mais On parle de l'idée définition du droit pur et exactement. Et c'était une idée qui ne leur allait pas parce que les privatistes, pendant très longtemps et en fait encore aujourd'hui, je vous apprécie quand même, hein, c'est pas grave, chers collègues, les privatistes ont eu beaucoup tendance à confondre un petit peu les aspects moraux de leur objet d'étude et avec l'étude des normes. Ils avaient tendance à considérer que la conduite de ce qu'est un bon mariage, c'était un peu à eux de la définir, de ce qu'est un bon contrat, plutôt que d'étudier les normes telles qu'elles existent, telles qu'elles sont. Et donc, depuis tout à l'heure, on parle de Kelsen, mais je vous laissais faire une brève présentation de Kelsen, qui a eu une vie assez longue, je crois. Assez longue et assez intéressante. Kelsen, il naît en 1881 à Prague, donc dans l'Empire austro-hongrois, et il est mort en Californie en 1973. Donc Mm. Kelsen, il meurt à quasiment 92 ans. Il aura traversé le temps et l'espace, donc. Exactement. Et le parcours géographique de Kelsen n'est pas très très loin du parcours d'Albert Einstein, puisque Kelsen était d'origine juive. A priori, alors il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la vie de Kelsen en français. Il y a une autobiographie universitaire qui a été traduite récemment en français, mais ça fait une grosse cinquantaine de pages. La majorité des choses qu'on a sont en allemand et sont pas très accessibles, même déjà physiquement. Et pour quelqu'un qui n'est pas germanophone comme moi, c'est assez peu accessible aussi. Mais Kelsen était a priori très peu croyant. Il s'est converti 2 fois en réalité dans sa vie pour des raisons politiques, aucune raison religieuse. Et il a voyagé, il a passé quelques temps en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale parce que le fait d'avoir été d'extraction juive, ça mettait quand même une croix dans son dos. Et il a réussi à immigrer aux États-Unis, sauf que quand il émigre aux États-Unis, début des années 40, il a quand même déjà 60 ans en fait, donc c'est déjà quelqu'un qui est très vieux, enfin qui est très vieux, non, quelqu'un qui est vieux, qui ne parle pas anglais, puisque les archives américaines et du coup maintenant le fonds du Hans Kelsen Institute ont les archives de demandes d'entrée sur le territoire américain de Kelsen. Et à la question est-ce que vous parlez anglais, il a répondu non, mais je peux apprendre. Et il a fait sa réponse en allemand. Donc les documents sont remplis en allemand. Il baragouinait l'anglais en réalité, il baragouinait un petit peu le français, mais il le parlait pas très très bien. Et donc il a réussi à finir sa vie aux États-Unis. Et de manière intéressante, il finit sa vie dans un département de sciences politiques. Et à la fin de sa vie, il a aussi beaucoup travaillé sur des questions de sociologie du droit et sur des questions de droit international. Parce qu'il a notamment écrit dans les années 50 un très très long commentaire de la Charte des Nations Unies, The Law of the United Nations, qui n'a jamais été traduit en français et qui fait à peu près 1000 pages. D'accord. Et donc, il est décédé en En 73. 73. Donc, il aurait pu assister à un concert des Beatles, finalement, techniquement, aux États-Unis. Exactement. C'est marrant parce que c'est une réflexion que je me suis déjà faite quand j'avais regardé ces dates-là. Il aurait totalement pu assister à un concert des Beatles ou de n'importe quel grand groupe de rock. Ce qui est marrant, c'est que nous, on peut presque encore assister à un concert des Beatles, puisqu'il y a encore Paul McCartney et Ringo Starr Oui. qui tournent un peu. A priori, Kelsen n'aimait pas la musique, donc il n'aurait probablement pas eu envie. Mais il aurait pu.